Il se produit en ce moment, en Alsace, à Strasbourg, une situation que je crois assez intéressante pour qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse. Parce que, enfin, on voit sous un jour très concret des discussions qui paraissaient d'abord extrêmement abstraites à propos du rapport entre l'État et les religions. La mairie de Strasbourg a décidé de participer au financement d'un lieu de culte, en l'occurrence une mosquée. Elle a décidé de le faire comme elle le fait pour d'autres lieux de culte, et dans la même proportion qu'elle le fait pour les autres lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur accuse cette mosquée d'être le moyen, le vecteur d'une ingérence étrangère et d'être portée par une association qui n'a pas signé cette fameuse déclaration du mois de janvier, convenue entre les différents lieux de culte musulmans de France et qui s'appelle la Charte de l'Islam de France. Comment peut-on se trouver dans cette situation? Pour une seule et unique raison. L'Alsace est dans le Concordat. Le Concordat est un accord entre l'État et les religions, qui fait que, contrairement au reste de la France, dans le cadre du Concordat, l'État finance les religions. C'est-à-dire qu'il verse un salaire aux prêtres, aux pasteurs de l'Église protestante et aux rabbins des synagogues. Pas aux musulmans, parce qu'au moment où le Concordat a été signé, il n'y avait pas de musulmans en France. Ou s'il y en avait, l'empereur Napoléon Ier n'avait pas imaginé de les organiser, comme il l'a fait, de force, pour le judaïsme français. Par conséquent, il n'y a de problème à Strasbourg, que l'on soit pour ou contre cette mosquée, ce qui, à vrai dire, ne sera jamais mon problème, que parce qu'il y a le Concordat. N'importe où ailleurs, sur le territoire national, aucune collectivité n'aurait eu le droit de financer un lieu de culte, car l'article 2, ou je ne me souviens plus duquel exactement, de la loi de 1905, dit que l'État ne reconnaît, ne subventionne, il ne salarie aucun culte. La loi de 1905, de séparation des églises et de l'État, sépare l'Église et l'État et affiche l'indifférence de l'État aux religions. L'État ne se mêle pas de religion, ni de les organiser, ni de les financer, ni de porter des jugements sur leurs activités. La relation de l'État aux religions est de permettre la liberté du culte, qui est une liberté fondamentale, très étroitement liée à un autre concept qui est la liberté de conscience, qui doit être une garantie absolue dans une démocratie. Donc l'État s'assure que ceux qui veulent prier peuvent le faire comme ils l'entendent et pratiquer leur religion comme ils l'entendent, du moment que le rite et la pratique religieuse n'est pas contraire à la loi parce qu'il ne crée pas du désordre, de la pagaille, de je ne sais quoi, ou met en cause des normes sanitaires. Bref, tout ce qui relève du droit commun, pas d'un droit exceptionnel, du droit commun. Si les prières de rue sont interdites, c'est parce que la rue est destinée à la circulation, pas à la prière. Mais ce n'est pas une appréciation sur l'intérêt de cette prière. Et ainsi de suite. Donc, si l'on ne voulait pas rencontrer de problème à propos d'une mosquée payée par une collectivité à Strasbourg, il fallait accepter d'annuler le Concordat. Lorsque est venue la loi, qui a été discutée pendant tout le mois de février, et qui s'appelait tantôt loi contre le séparatisme, tantôt loi sur les principes républicains, peu importe, c'était une loi qui était destinée à montrer du doigt et à mitrailler la pratique de l'islam. Et nous avons essayé, nous les insoumis, à cette occasion, de dire, prenons un peu de hauteur et essayons de rétablir l'extériorité bienveillante de l'État à l'égard des religions. L'État ne se mêle pas des religions, les religions ne se mêlent pas de l'organisation de l'État. Et faisons en sorte que la loi soit la même partout, notamment dans les départements qui sont soumis au Concordat et qui ne bénéficient pas de la loi de 1905. Que ce soit ceux que je viens de nommer, ou bien ceux de Guyane, qui eux sont sous un statut qui a été accordé sous le roi Charles X. Nous avons proposé qu'on abroge le Concordat. Évidemment, on a répondu par des cris, des hurlements et des mépris à propos du Concordat.
Mais non, c'est une tradition locale, vous ne pouvez pas être contre ça. Certains petits malins mélangent la défense du concordat et la défense du droit social local, alors que si nous sommes contre le concordat, nous sommes par contre pour le droit social local et même pour l'étendre à toute la France parce qu'il est plus efficace en matière de protection sociale que ne l'est le droit qui a cours dans le reste du pays. En dépit de toutes ces manœuvres, il est resté qu'en quelque sorte, nous serions d'irresponsables bouffeurs de curés, tandis que les dirigeants, les importants, le gouvernement de M. Macron, la droite traditionnelle, les socialistes, puisque ceux-ci avaient d'abord dit qu'ils demanderaient l'abrogation du concordat avant de se raviser et de ne plus rien demander du tout. Ce qui veut dire qu'ils ne disent mot consent qu'ils sont d'accord avec le concordat. J'en passe et des meilleurs. Je me résume et me répète, si le concordat avait été abrogé comme nous l'avons proposé, si Strasbourg, l'Alsace, la Moselle relevaient du même droit que le reste de la France, eh bien, nous n'aurions pas à discuter de ce problème. Je dis bien discuter. Parce que le droit de pratiquer sa religion est un droit imprescriptible en France. Tout le monde a le droit de pouvoir pratiquer sa religion. Tout le monde a le droit de vouloir construire un lieu de culte. Du moment qu'on en a le permis de construire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par conséquent, la question posée n'est pas de savoir si des musulmans ont le droit ou non de faire une mosquée à Strasbourg, la question est la seule qui peut être posée, c'est de savoir si la collectivité publique doit donner de l'argent pour ça ou pas. Et ma réponse est non. Que ce soit une mosquée, une synagogue, une église, un temple bouddhiste, ce que l'on voudra, une collectivité locale qui fonctionne avec les impôts de tous ne peut pas payer une participation à la construction ou à la vie d'un culte pratiqué par certains. Voilà. Ça n'est donc pas du tout, dans mon esprit, à cet instant, quelque chose qui vise la pratique de l'islam, qui doit et qui est libre en Alsace comme ailleurs. Mon propos vise l'hypocrisie de ceux qui se saisissent de cette affaire pour une nouvelle fois montrer du doigt les musulmans comme s'ils étaient responsables de cette situation. N'est responsable de cette situation que le pouvoir qui a refusé de voter nos amendements d'abrogation du concordat et tous les lâches, les peureux qui se sont cachés sous la table au moment où cette discussion avait lieu et où il fallait élever la voix pour se faire entendre. Maintenant, une fois que ce principe de départ est posé, à savoir, les musulmans ont le droit de construire une mosquée. Deuxièmement, la mairie de Strasbourg n'a pas, à mon avis, à participer à son financement de cette mosquée comme de n'importe quel autre lieu de culte. Une fois qu'on a bien posé ça, on peut regarder les accusations de M. Darmanin, qui est le Tartuffe suprême de ce pays, qui est l'hypocrite en chef de la Macronie, parce que c'est lui qui était dans l'hémicycle et qui a refusé l'abrogation du concordat. C'est lui qui nous a montré du doigt. Et quand nous lui avons opposé des arguments de raison, il a répondu par des propos fielleux, des persiflages de toutes sortes, des choses insolentes et dépréciantes pour les députés qui intervenaient. Et maintenant, le voilà rendu à demander à la préfète d'intervenir et de faire un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler la décision du conseil municipal à propos de cette mosquée. Alors regardons de quoi il accuse la mairie de Strasbourg. La mairie de Strasbourg a appliqué la loi. Alors elle n'était pas obligée, hein. La loi lui permet de le faire. Elle n'était pas obligée de le faire, mais elle l'a fait. Elle l'a fait dans le cadre de la loi. Donc on se demande bien ce que M. Darmanin va pouvoir trouver pour s'y opposer. Parce que s'il veut s'y opposer, eh bien il y a une solution, abroger le concordat. Et à partir de là, tout financement public de quelque lieu de culte que ce soit sera impossible. Alors de quoi les accuse-t-il? Premièrement, d'une ingérence étrangère. On a compris, si j'ai bien déduit et bien suivi le feuilleton, qu'il s'agit de la Turquie. La Turquie, en effet, est un pays dirigé par un régime islamiste, c'est-à-dire où la religion est devenue une ligne politique d'État. Et c'est une pratique d'un parti ultra-conservateur, celui de M. Erdogan, que pour notre part, nous les Insoumis, nous avons toujours combattu. Notamment en ce moment même, puisqu'il interdit, et il veut interdire, un parti démocratique auquel nous sommes amicalement liés, le HDP, qui est un parti qui regroupe notamment des Kurdes, mais pas que des Kurdes, et qui, dans le cadre de la démocratie turque, ou de ce qu'il en reste, fait vivre ses idées et les représente au Parlement.
Mais auparavant, déjà, nous nous étions opposés au régime de M. Erdogan quand il a arrêté divers de nos amis et diverses femmes qui menaient le combat pour les libertés. Déjà, nous nous sommes opposés au régime de M. Erdogan quand il a bombardé une base française en Syrie et que, tout seuls, nous avons été ceux qui protestaient contre le fait que ce n'était pas à M. Erdogan de décider où les Français ont le droit d'aller dans un pays étranger qui n'est pas la Turquie. Il s'agissait de la Syrie. De même, nous avons protesté contre le régime de M. Erdogan quand il a agressé nos navires au large de la Libye. De même, nous avons protesté contre M. Erdogan quand il a décidé d'envoyer des navires de guerre autour de Chypre pour essayer de confisquer par la force les richesses du sous-sol qui s'y trouvent, et plus exactement, nous avons surtout protesté contre l'idée que tous ces gens aillent se battre à un endroit pour y creuser des puits de pétrole et mettre toute la Méditerranée en danger. Par conséquent, quoi qu'il en coûte, il vaut mieux dire que les insoumis et le régime d'Erdogan n'ont rien à voir et se combattent. Au demeurant, nous ne nous cachons jamais d'être des amis fidèles des organisations politiques kurdes. Et en particulier, nous ne croyons pas que le PKK, qui a combattu si vaillamment et si héroïquement en Syrie, à nos côtés, contre Daesh, soit une organisation terroriste. Et nous demandons que le nom du PKK soit retiré de la liste des organisations qualifiées de terroristes par l'Union européenne, dans une absurdité totale, puisque l'Union européenne, ou en tout cas un certain nombre de ses États membres, ont directement aidé le PKK dans sa lutte armée contre Daesh. Alors une ingérence étrangère turque, mais des ingérences étrangères pour payer des lieux de culte, il y en a partout. Et en particulier, ceux qui m'écoutent à cet instant et qui sont parisiens peuvent aller voir un lieu de culte payé par l'étranger, l'église orthodoxe qui se trouve sur les bords de la Seine, aux alentours de la Tour Eiffel. Un très bel édifice, incongru, parce qu'on ne s'attend pas à voir dans Paris les bulbes dorés d'une église orthodoxe, finalement mieux intégré dans le paysage que ce qu'on croyait, mais ce n'est pas le sujet de mon intervention à cet instant. Cette église orthodoxe a été payée par l'État russe. L'organisation de l'Église orthodoxe mondiale, sans aucun doute, et elle a été notamment inaugurée par la présence de M. Poutine à Paris, dans cette église. Par conséquent, l'argument de l'ingérence étrangère dans les religions est un argument à manier avec précaution, si on ne veut pas faire deux poids, deux mesures, à moins que M. Darmanin aussi demande au préfet de la région Île-de-France de faire raser cette église, puisqu'elle est directement financée par l'étranger. Je ne vous le dis que pour essayer de vous faire sourire dans une histoire qui, à mon avis, nous plonge tous dans une franche hilarité, tant nous sommes contents de voir si vite M. Darmanin pris au piège de ses aberrations et de ses hypocrisies. Donc, intervention étrangère. On en signale d'autres. Par exemple, c'est l'étranger qui a obtenu de pouvoir racheter l'entreprise Alstom pour la livrer en pièces à l'usine General Electric, qui elle-même maintenant est en faillite. C'est une intervention étrangère directe. Pourquoi? Je le prouve. Parce que c'est bien une entreprise américaine qui a racheté une entreprise française. Et deuxièmement, pour convaincre l'entreprise française de se vendre, l'État américain a retenu en prison, avec une accusation de corruption, un des cadres de cette entreprise. Et menacé tous ceux qui voyageaient à l'étranger de les capturer pour leur faire subir le même sort. Ce qui est typiquement une intervention, une ingérence étrangère dans l'économie française par la voie de la violence. Vous me direz, mais il y a des fois des ingérences qui sont non violentes. C'est vrai, il y a des tas d'entreprises qui sont dépecées vives par l'étranger, par des fonds de pension, qui interviennent ici ou là pour changer les dirigeants. Par exemple, ça a été le cas à Danone. Si M. Darmanin a l'intention de condamner les ingérences étrangères dans la vie de la France qui perturbent l'organisation de la France, alors il n'a pas fini. Mais nous voulons le voir intervenir sur tous les sujets, et pas seulement sur ceux qui résultent de ses propres aberrations personnelles et de décisions irresponsables comme celle qu'il a prise de ne pas annuler le Concordat, cette vieillerie inventée sous Napoléon Ier, prolongée parce que l'Alsace et la Moselle ont été confisquées et envahies par les Allemands, qui avaient maintenu le droit local, c'est-à-dire le Concordat, et qui ensuite, quand nous avons libéré à deux reprises l'Alsace et la Moselle, à deux reprises on a dit qu'est-ce qu'on fait? Et comme il y avait des gouvernements de droite, on a maintenu le Concordat.
mais pas parce que ça correspondait à une volonté générale ou parce qu'un intérêt, non, c'était juste par pur conservatisme. Et puis parce que, pour la droite de l'époque, celle d'aujourd'hui a un peu changé quand même, heureusement, elle était tellement liée à l'Église que tout ce qui arrangeait l'Église l'arrangeait elle aussi. Première accusation, donc, ingérence étrangère. La deuxième est de dire, oui, mais l'association musulmane qui soutient la construction de cette mosquée, qui devrait être la plus grande d'Europe, est une association qui a refusé de signer la charte de l'islam de France. Ah bon? Mais ce n'est pas un motif légal, car cette charte n'a aucune valeur légale. Jamais, à aucun moment, le Parlement n'a dit cette charte devient la charte de la nation française à propos de l'islam. Et pourquoi? Parce que c'est impossible. Parce que la loi de 1905 nous interdirait de le faire, puisque la loi de 1905 pose que nous ne reconnaissons, ne salarions ni ne subventionnons aucun culte. Par conséquent, la charte en question, vous pouvez en faire des cocottes en papier, vous pouvez la mettre sur un coin de votre table, elle n'a aucune valeur légale. Elle a une valeur politique, c'est incontestable. Ceux qui l'ont signée se sentent engagés par un texte qui, au fond, ne fait que répéter ce que tout le monde sait, à savoir que la pratique de l'islam en France se fait pour l'essentiel conformément à une adhésion sincère à la République, parce que le sujet de l'islam n'est pas de discuter la République, mais de s'occuper du salut des âmes des croyants. Alors évidemment, dans cette religion comme dans d'autres, il y a les poignées d'extrémistes, de fous et de violents, comme on peut le voir. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet est que cette charte n'ayant pas été signée par une association, on ne peut pas opposer à une association un texte qui n'engage que les associations, mais pas l'État, mais pas la loi française. Cette charte n'a pas de valeur légale, elle n'a qu'une valeur de consentement de ceux qui la signent. Ceux qui n'y consentent pas ne peuvent pas être contraints de force à y consentir, parce que l'État ne peut pas organiser les religions, c'est interdit par la loi de 1905, et c'est tant mieux. Vous voyez, j'ai voulu réagir pour vous montrer que des propos qui au début pouvaient vous dire « Ah mais les insoumis coupent les cheveux en quatre, ils sont encore en train de chercher quelle histoire, alors on ne comprend plus rien, les uns les accusent d'être des amis intimes de l'islamisme politique, et puis ensuite on les voit être contre, mais que veulent-ils au fond? Nous voulons que la loi soit la même partout et pour tous. Nous voulons qu'on arrête de montrer du doigt pour un oui des gens. Si le ministre de l'Intérieur pense qu'il y a une ingérence étrangère, il faut qu'il la démontre en même temps qu'il demande l'interdiction. Et qu'il montre en quoi cette ingérence est contraire au droit français. Parce qu'en France, l'étranger a aussi des droits. Les firmes multinationales ont des droits. Et j'aime mieux vous dire que quand on ne les respecte pas, ils se chargent de nous le rappeler. Voilà, tout ça est un tissu d'aberration, dont le point de départ est que ce gouvernement qui s'est drapé dans le drapeau de la laïcité, en réalité, n'est pas un gouvernement de laïcité. C'est un gouvernement d'intrigue, d'arrangement, de combine avec les diverses religions. Et pour l'essentiel, la fameuse loi sur le séparatisme comportait surtout des dispositions fiscales facilitant la collecte de fonds par les organisations religieuses. J'espère que cette démonstration va nous dispenser d'en faire d'autres. Je ne rêve pas, je sais bien qu'il faudra continuer. Mais vous autres qui nous accordez de la confiance et qui nous écoutez, vous voyez comment et avec quelle rapidité les propositions que nous avons faites, les critiques que nous avons faites, les dénonciations que nous avons faites se sont trouvées vérifiées intégralement. Cette histoire à Strasbourg n'existerait pas si on avait accepté notre proposition qui est historiquement celle de la gauche, abroger le concordat. Abroger le concordat en Alsace-Moselle n'est pas une mesure contre les religions, c'est une mesure qui est faite pour protéger la distance que l'État doit établir et les collectivités publiques avec toutes les religions. La véritable laïcité est défendue par la politique des insoumis. C'est une politique sans haine, sans dénonciation, sans montrer du doigt les autres, sans insultes, sans pièges, sans hypocrisie, sans faux procès. C'est vivre ensemble, tranquillement, d'après la loi de la volonté, de vivre ensemble, chacun s'occupant de ses affaires et du bien commun. Et en tout cas, pour ce qui est de la religion, chacun prenant en part, quand il croit et quand il pratique, cette religion. Et que tous les autres soient dispensés d'y être intégrés de force. Parce que nous sommes intégrés de force dans la pratique des religions, chaque fois qu'on subventionne la création d'un lieu de culte ou le salaire d'un ministre du culte, quel que soit ce culte. Voilà, j'espère vous avoir intéressé, avoir fait réfléchir, et puis évidemment, à bientôt.